étudiants, bonjour et bienvenue dans cette deuxième séquence du module morphosyntaxe consacré à la subordonnée complétive. Alors, commençons par une définition donnée par Tamine dans son livre Grammaire, la syntaxe. Alors, il définit les complétives comme étant introduites par la conjonction que, qui, comme toutes les conjonctions, n'a évidemment aucune fonction grammaticale dans la subordonnée, mais qui, de surcroît, n'a aucune valeur sémantique. Elle a comme seul rôle de transformer une proposition en syntagme nominale appelée proposition subordonnée. Donc vous voyez que de la complétive n'a rien à voir avec le que de la relative, parce que le pronom relatif, pour lui, donc le pronom relatif a une fonction grammaticale dans la phrase. Et la conjonction que n'a pas de fonction grammaticale. Il est vide de sens. La fonction la plus fréquente de la complétive, c'est d'être complément. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle complétive. Prenons l'exemple suivant. Je pense qu'ils viendront. Qu'ils viendront, c'est la complétive. Comme je vous avais dit dans la première séquence, il faut toujours chercher le mot subordonnant pour trouver la proposition subordonnée. Ici, c'est que, donc la conjonction que. Qu'ils viendront, c'est la complétive. Sa fonction par rapport au verbe de la principale, penser, c'est complément d'objet direct. Deuxième exemple, je tiens à ce qu'ils viennent. Donc, à ce qu'ils viennent est une proposition subordonnée complétive qui a la fonction de complément d'objet indirect par rapport au verbe de la principale. Maintenant, pour les typologies des complétives, on distingue généralement trois types de subordonnées complétives. Il y a ce qu'on appelle les complétives conjonctives, c'est-à-dire qui sont introduites par la conjonction que, les constructions infinitives, et enfin les constructions interrogatives indirectes. Nous allons voir les trois types dans ce qui suit. La complétive conjonctive ou la complétive introduite par que, donc il est introduite soit directement par la conjonction que, exemple, je sais que tu viendras, ou bien introduite par que précédée de ce et d'une préposition. Donc après une préposition, le que, la conjonction que est précédée de ce. Exemple, sa mère s'oppose à ce qu'il se marie. Donc à ce qu'il se marie, c'est une complétive conjonctive. Comme nous avons vu dans la relative renvoie à un antécédent. C'est un nominal sur lequel elle apporte une information, soit qui permet de l'identifier, ou soit qui apporte une explication, selon bien sûr les types de relatives. Pour les complétives, on parle plutôt de mot support. Et ce mot support, il peut être de nature différente. C'est le plus souvent un verbe. Dans ce cas, la complétive, comme on a vu tout à l'heure dans les deux exemples que j'ai donnés, la complétive assume la fonction de complément d'objet direct ou indirect par rapport au verbe, parce qu'elle complète un verbe. Le mot support peut également être un nom. La complétive, dans ce cas-là, assume la fonction de complément de nom. Exemple, l'idée qu'il se rétablisse réjouit ses parents. Qu'il se rétablisse, c'est une complétive qui est le complément du nom l'idée.
Le mot support peut également être un adjectif. La complétive, dans ce cas, assume la fonction de complément d'adjectif. Exemple, sa mère est contente qu'il soit venu. Donc, vous avez l'adjectif contente et la complétive qu'il soit venu est complément de cet adjectif qui est contente. La complétive peut avoir une autre fonction qui est celle de complément du présentatif. Exemple, dans la phrase suivante, voilà qu'il commence à faire froid. Et donc, qu'il commence à faire froid est une complétive qui complète le présentatif voilà. Elle peut également assumer les fonctions sujet et attribut. On peut trouver une complétive en tête de phrase et qui fonctionne comme un sujet. Exemple, que tu arrives demain me remplit de joie. Donc, que tu arrives demain, c'est une complétive conjonctive sujet du verbe me remplit. Le plus important est que tu sois présent. Que tu sois présent est un attribut. Il a pour fonction attribut. Parce qu'il est placé après la copule et. Le mode dans la complétive. Le verbe peut être selon le sens conjugué à l'indicatif ou au subjonctif. Donc, dans la complétive, on trouve le plus souvent deux modes, à savoir l'indicatif et le subjonctif, selon le verbe de la proposition principale. Alors, l'indicatif est employé lorsque l'événement de la subordonnée est présenté comme certain ou probable. Quand l'événement est certain, on est sûr de quelque chose, ou bien probable, à ce moment-là, on emploie le mode indicatif. C'est le cas avec des verbes ou des locutions verbales du genre affirmer, croire, penser, jurer, estimer et annoncer. Là, il y a une certaine certitude. Les verbes ou locutions verbales exprimant la certitude, le résultat, la vraisemblance. Par exemple, il est certain, il est évident, il paraît, il me semble. Avec des adjectifs qui expriment la certitude. Être sûr de quelque chose, certain, être convaincu de quelque chose. Ou encore avec des noms exprimant la certitude, la croyance ou bien la conviction. Là, je vous donne quelques exemples. Je sais qu'il partira la semaine prochaine. Donc, vous remarquez que dans cette phrase, le mode utilisé dans la complétive est l'indicatif. Pourquoi? Parce que le verbe de la principale, c'est savoir. Je suis certain qu'il viendra demain. Alors, dans cette phrase, qu'il viendra demain, donc vous voyez que le verbe est employé à l'indicatif parce que tout simplement nous avons l'adjectif certain. Il est sûr que cela te fera plaisir. Que cela te fera plaisir, vous voyez que le verbe fera est donc conjugué un temps de l'indicatif parce que tout simplement il est précédé parce que dans la principale nous avons l'adjectif sûr. Maintenant, pour ce qui est du subjonctif, quand est-ce qu'on emploie le subjonctif dans la complétive? Tout simplement, lorsque l'événement de la subordonnée est présenté comme un souhait. S'il s'agit d'un souhait, ce n'est pas une certitude, mais c'est un souhait, quelque chose que je veux. Un ordre, ou lorsqu'il fait l'objet d'un doute, d'une réticence de la part du locuteur, ou lorsqu'il exprime un sentiment.
Donc vous avez soit un souhait, le doute, l'ordre ou encore lorsqu'on exprime un sentiment. Et donc il y a plusieurs cas de verbes ou de locutions verbales qui expriment la certitude, l'incertitude plutôt, le doute, le sentiment. Exemple, regretter, avoir peur, aimer, se réjouir. Là, ce sont des verbes et des locutions verbales qui expriment des sentiments. Craindre, douter, nier. Hein, là, il y a l'incertitude, il y a le doute et aussi la négation. Nier, c'est la négation. Quand on a des verbes ou locutions verbales impersonnelles exprimant le doute, la possibilité ou le jugement. Il est possible, il se peut, il est douteux, il est triste, il est préférable, il est bon. Des verbes ou locutions verbales exprimant la volonté, la prière, le désir, etc., comme vouloir, exiger, ordonner, interdire, souhaiter. Quand on a dans la principale des adjectifs qui expriment un sentiment, fier par exemple, fâché, furieux, ou encore des noms qui expriment un sentiment comme la joie, la peur, le regret, la crainte, le désir, le souhait, etc. Je vous donne quelques exemples. Il faut que tu fasses très attention en conduisant. Donc là, que tu fasses, vous avez l'emploi du subjonctif dans la complétive. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a le verbe falloir qui précède. Il faut. Il est froissé que son camarade ait parlé. Donc vous avez dans la complétive que son camarade ait parlé. Et parler, le verbe est conjugué au subjonctif, comme vous pouvez le constater. Pourquoi? Parce que tout simplement, froisser exprime un sentiment. Je suis heureux qu'il parte, même chose. Qu'il parte, donc vous avez le verbe partir, au conjugué au subjonctif, parce qu'il est précédé d'un adjectif qui exprime un sentiment. Heureux, être heureux. J'ai peur qu'il tombe malade, même chose. Qu'il tombe malade, vous avez ici l'emploi du subjonctif parce que tout simplement, dans la principale, nous avons le nom peur qui exprime un sentiment. Voilà en ce qui concerne le premier type de relative que l'on appelle, complétive plutôt, que l'on appelle la complétive conjonctive. Maintenant, pour le deuxième type de complétive, c'est ce qu'on appelle la construction infinitive. Il s'agit d'une proposition avec le verbe à l'infinitif. Donc là, il n'y a plus de conjonction. On emploie directement le verbe. Il n'y a pas de conjonction avant. Il n'y a pas de mot subordonnant dans une subordonnée infinitive. Alors, le verbe à l'infinitif a la fonction... en fait, la proposition subordonnée infinitive a la fonction de COD dans la phrase. C'est-à-dire qu'il est complément d'objet direct. Alors, puisqu'on a déjà ce qu'on appelle la complétive conjonctive, quel est l'intérêt de la construction infinitive? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Premièrement, la proposition subordonnée infinitive permet parfois d'éviter ou de réduire l'ambiguïté dans une phrase. Je vous donne un exemple. Jean est rentré de vacances. Paul pense qu'il ira le voir. Alors, comme vous pouvez le remarquer, le sens de la phrase il est ambigu. Jean est rentré de vacances. Paul pense qu'il ira le voir. Par contre, si j'utilise une subordonnée infinitive à la place de la conjonctive, ça va donner Jean est rentré de vacances, Paul pense aller le voir. Donc on comprend que Paul pense aller voir Jean, ce qui n'est pas le cas dans la phrase où on avait employé la complétive conjonctive. Donc voilà donc l'une des l'une des spécificités de la
construction infinitive. La deuxième chose, c'est que la construction infinitive constitue une économie, comme vous pouvez le constater dans les deux phrases que je vais vous donner. Je pense que je viendrai. Alors si je dis je pense que je viendrai, donc là vous avez 3 mots. Par contre, je peux exprimer la même idée avec une subordonnée infinitive, mais en un seul mot. Je pense venir, et ça donne le même sens. Donc là aussi, il y a le côté économique qui explique l'intérêt de la complétive infinitive. Peut-on toujours alterner complétive infinitive et complétive conjonctive? Donc ce parallélisme n'est pas toujours, n'est pas totalement systématique plutôt. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours possible d'utiliser, bien de transformer une complétive conjonctive en une conjonctive infinitive, ou bien ou le contraire, ou de changer une complétive infinitive, une construction plutôt infinitive, en une complétive conjonctive. Exemple, je pense que je viendrai. L'équivalent, je pense venir. Mais je veux venir. Mais on ne peut pas dire je veux que je vienne. Je veux que je viendrai. Hein? On ne peut pas dire je veux que je viendrai, mais je veux venir. Pour les verbes, donc, cela dépend en fait du sens des verbes et aussi du fait que les sujets soient coréférents ou non. Coréférents, c'est-à-dire le verbe de la principale et le verbe de la subordonnée, est-ce qu'ils ont le même sujet ou bien ils ont des sujets différents? Quand ils ont le même sujet, on dit qu'ils sont coréférents. Les sujets sont coréférents. Mais quand ils sont différents, c'est un autre cas. Pour les verbes comme vouloir, aimer, se plaindre, souhaiter, accepter, offrir et refuser, l'infinitif est obligatoire dans certains cas. Lorsque le sujet, ou bien les sujets sont coréférentiels. Lorsque les sujets, c'est-à-dire le sujet du verbe de la principale et le sujet de la subordonnée sont les mêmes, c'est le même sujet en fait, l'infinitif dans ce cas-là, il devient obligatoire. Exemple, je veux venir, hein, et non pas je veux que je vienne. Je veux venir, je, c'est le sujet de veux, et c'est le sujet de venir. Et donc dans ce cas-là, l'emploi de l'infinitif est obligatoire. Mais la conjonctive est obligatoire lorsque les sujets ne sont pas identiques. Ça veut dire que lorsque le sujet de la principale est différent du sujet de la subordonnée, à ce moment-là, on doit obligatoirement utiliser la forme conjonctive de la relative. C'est-à-dire, je peux dire « je veux que tu viennes », je veux que tu viennes. Donc, je veux, veux. Le sujet de veux, c'est je. Tu viennes, le sujet de vienne, c'est tu. Donc, le sujet de la principale et le sujet de la subordonnée ne sont pas identiques. Dans ce cas-là, il faut employer la complétive conjonctive. Donc, je ne peux pas dire je veux venir. Si je dis je veux venir, ça n'a pas le même sens que la phrase je veux que tu viennes. Alors, pour les verbes savoir, espérer, oublier, décider, les deux constructions, c'est-à-dire la construction conjonctive et la construction infinitive, sont de simples variantes lorsque les deux sujets sont co-référentiels. Exemple, je décide que je viendrai. Je décide que
je viendrai. Donc on a un sujet identique pour le verbe de la principale et le verbe de la subordonnée. Comme je peux dire, je décide de venir. Donc les deux sont possibles. Ce sont deux variantes possibles. Pour les verbes proposer, ordonner, offrir, suggérer, refuser et sembler, les deux constructions sont de simples variantes lorsque le complément d'objet indirect du verbe principal est identique au sujet de l'infinitif. Je vous donne un exemple pour que ça soit plus clair. Je lui ai proposé qu'il change de place. Je lui ai proposé qu'il change de place. Donc, je lui ai proposé, lui, c'est le complément d'objet indirect de proposer. Qu'il change de place. Alors, ce complément d'objet indirect, il est aussi le sujet de la subordonnée infinitive, de la proposition subordonnée. Et dans ce cas-là, je peux utiliser les deux, soit la construction infinitive, soit la construction conjonctive. Ce qui donne, je lui ai proposé de changer de place, ou bien je lui ai proposé qu'il change de place. On arrive maintenant au troisième type de complétive, à savoir la construction interrogative indirecte. La construction interrogative indirecte, comme vous le savez, c'est une construction qui permet de poser indirectement une question. Donc, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la question directe et la question indirecte. Elle est soit introduite par un mot interrogatif, dans le cas de l'interrogative indirecte partielle. Je me demande pourquoi il est venu. Alors, je me demande pourquoi il est venu. Pourquoi il est venu? C'est une interrogative indirecte partielle. Pourquoi? Parce qu'il est introduite par le mot interrogatif. Pourquoi? Alors, une interrogative indirecte peut être aussi introduite par la conjonction si, dans le cas de l'interrogative indirecte totale. Je me demande s'il viendra. Donc, s'il viendra, c'est la proposition interrogative indirecte totale. Le verbe introducteur doit avoir un sens interrogatif. Alors, pour qu'on puisse parler d'une proposition interrogative indirecte, il faut que le verbe de la principale ait un sens interrogatif, comme par exemple s'informer, demander, au sens interrogatif bien sûr, se demander, je voudrais savoir, interroger, s'interroger, ignorer. Tous ces verbes-là ont un sens interrogatif. Ils appellent une réponse, directement ou indirectement, ils appellent une réponse à une question. Certaines structures ont un sens interrogatif. Peut-être, par exemple, l'impératif, au lieu de poser la question en utilisant un verbe qui a un sens interrogatif, je peux avoir l'impératif, par exemple, dis-moi ce que tu penses de quelque chose, dis-moi qu'est-ce que tu penses. Donc là, il a un sens interrogatif, il appelle une réponse, à une question. Ou encore, la négation. Si je dis par exemple, je ne sais pas, ça veut dire que je veux savoir. Et si je dis, je demande, je me demande, c'est l'équivalent de je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est la même chose que je m'interroge. Donc il ne faut pas toujours s'attendre à ce que vous ayez un verbe ayant un sens interrogatif, mais vous pouvez avoir aussi l'impératif qui a un sens interrogatif, bien sûr dans la proposition principale, qu'on pouvait avoir la négation qui a un sens interrogatif dans la proposition principale.
Et pour terminer, je vous propose une astuce ou des astuces pour que vous puissiez distinguer la relative de la complétive, parce que ça pose le plus souvent problème aux étudiants. Cette distinction n'est pas toujours évidente, surtout quand on ne connaît pas, quand on ne comprend pas le sens de la phrase. Donc l'astuce à laquelle vous pouvez recourir, c'est bien sûr de comprendre le sens de la phrase. C'est le plus important. Sinon, il y a quand même des éléments qui peuvent vous aider à distinguer la complétive de la relative. Premièrement, pour la complétive, le mot introducteur est le plus souvent un verbe. D'accord ? Ça peut être aussi un adjectif, un nom comme on vient de le dire, mais le plus souvent c'est un verbe. Et la complétive, là je parle bien sûr de la complétive conjonctive, parce que c'est la complétive conjonctive qui pose problème. Quand on trouve une complétive conjonctive introduite par que, il y a une certaine confusion parfois avec une relative introduite par que. Et donc, le mot introducteur dans la complétive est le plus souvent un verbe et la complétive complète un verbe. Dans la relative, on parle plutôt de l'antécédent et qui est toujours un nominal. On ne peut pas avoir un autre type, disons, on ne peut pas avoir comme antécédent un verbe, par exemple. On a toujours un nominal, soit un nom ou bien un pronom, ou bien un groupe nominal, comme je l'avais précisé dans la première séquence. Alors pour la complétive, la suppression de la complétive donne le plus souvent, sauf dans certains cas, une phrase agrammaticale. Même si la phrase est grammaticale, le sens n'est pas complet. Pour la relative, on peut la supprimer et la phrase demeure grammaticale, sauf bien sûr dans le cas des relatives substantives. Voilà, nous arrivons à la fin de notre deuxième séquence. Je vous remercie.